que l'histoire d'Audange est assez fragmentée. Alors, Audange devrait s'appeler Certes. Et pourquoi? Audange est la réunion de deux seigneuries. La seigneurie de Certes et la seigneurie d'Audange. Audange étant une toute petite seigneurie. Alors, à la fin du XVIIIe siècle, donc c'est dans le feeling des Physiocrates, le marquis de Sivrac a fait un remembrement. Il a, après, avec un échange avec la Teste, il a agrandi le précaré, ce qui fait que la seigneurie d'Audange a été jointe à la seigneurie de Certes, ce qui fait qu'à la fin du XVIIIe siècle, il y avait près de 150 000 hectares. Ça appartenait au marquis de Sivrac, qui était un très grand seigneur, alors, le seul fait historique notable, au moment de la Fronde, on est au XVIIe siècle, il y avait des Espagnols qui s'étaient réfugiés à la Teste. Les troupes royales leur ont filé le pied au train, ils se sont réfugiés à Certes. Et Mazarin a donné, on a des textes, Mazarin a donné l'ordre qu'on vienne déloger. Et alors, ils ont fait venir de l'artillerie de Bordeaux à Audange pour éradiquer. Alors, comment ça s'est terminé? On ne sait pas, mais enfin bon, c'est certainement. Alors, donc, ça a été le seul grand fait, si vous voulez, historique. Alors, pour en terminer avec Bordeaux, Bordeaux a toujours eu la hantise qu'une puissance étrangère s'installe sur le bassin. Et ça s'est resté dans la mémoire jusque sous le Second Empire, parce que Napoléon III est venu 2 fois sur le bassin d'Arcachon parce qu'on lui avait dit qu'on pourrait faire un port militaire. Et alors il a bien vu que l'entrée et sortie c'était... Bon alors, sautons les choses. On est au XVIIIe siècle, c'est le marquis de Sivrac. Il a fait faire des études très pointues sur le sel. Alors, il a profité d'une conjoncture économique avec une étude du marché très pointue, à savoir que le prix du sel avait augmenté, il bénéficiait de la faveur royale, parce que dans la main gauche, je fais vite, il a été descendant des Bourbons. Alors, donc, il avait fait ses petites sauces, et là où ça s'est mal terminé, c'est que il a eu comme rival le neveu par le fils, le neveu du duc de Richelieu, qui lui avait des salines en Saintonge et qui ne bénéficiait pas davantage. Pensez bien que l'autre a fait tout de suite la tronche et le bon marquis de Sivrac a vu ses privilèges sucrés. Autre chose aussi, le prix du sel a baissé et le sel d'ici n'était pas de grande qualité par rapport au sel espagnol et portugais. Parce qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a de la liosse, et la liosse fait du rouge. Alors, pour la santé, c'est excellent, mais pour vendre la marchandise, Alors, donc le marquis de Sivrac a fait faire des travaux considérables, 2 millions de mètres cubes de terre déplacée, pour maîtriser la mer, mais pour maîtriser l'eau. Parce qu'ici, il y a beaucoup de ruisseaux. Vous en avez un. Alors ensuite, au point de vue fiscal, ça a mal tourné. Les prix se sont affaissés, mauvaise qualité, et puis une gestion. Le marquis de Sivrac est un très grand seigneur qui jetait l'argent par les fenêtres. Et alors, quand il est mort, il était pratiquement en faillite, et son fils était, pardonnez-moi, mais dans les alarmes. Alors, son fils a hérité, il y a eu une tentative de vente et tout ça. Et alors, vous savez que depuis Louis XV, les rois de France avaient 2 politiques étrangères. Il y avait les ambassades officielles, et puis il y avait des missi dominici qui se pointaient. Alors, pensez bien à la tronche de l'ambassadeur quand il voyait quelque chose. Alors, le marquis de Sivrac, donc parent de Louis XVI, a été nommé comme ambassadeur extraordinaire à Pondichéry. À Pondichéry. Au moment de la Révolution. Et comme le fax n'existait pas, toujours pas, il a été classé comme émigré. Alors, on a nationalisé, c'est bien, une catastrophe. Alors, une catastrophe limitée. Il y a toujours des gens qui sont absolument géniaux. Le notaire de la Teste était chargé de faire l'inventaire de tous ses biens. Et je crois que c'était un homme, mais ceci n'engage que moi, c'était un homme perspicace. Dans tout ce barda, il s'est dit, je ne sais pas comment ça va se terminer. Alors, quand il a fait l'inventaire,
il a oublié des milliers d'hectares. En se disant, si elle me demande des comptes, mon monsieur, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai sauvé. Alors, il a sauvé notamment tout le centre d'Audange, etc., qui n'ont pas été vendus. Ce qui fait que, au moment de la Restauration, Louis XVIII a été un homme extrêmement habile. Les héritiers de ces vracs ont dit, ah mais il y a des terres qui nous reviennent. Et il y a un procès qui a eu lieu où les héritiers demandaient leur part. Et alors la cour, le jugement était une grande habileté. Il a tranché un peu à part en deux. Il y a une partie qui est revenue aux héritiers de ces vracs et les autres aux communes, parce que là encore, jusqu'au XVIIIe siècle, il n'y avait pas de terre sans seigneur. Mais il y a la Révolution qui arrive, donc les terres qui n'étaient pas tenues parce qu'il n'y avait pas d'hypothèque, etc., c'est les communes qui s'en sont emparées. Alors il y a eu un procès où s'étaient alliés le maire d'Audange, celui de Biganos, etc. Alors celui d'Audange a très bien été conseillé, il s'est appuyé les revendications de la commune sur les lois révolutionnaires. Tandis que les autres ont voulu rapporter la preuve que ça appartenait par des baux, c'est très compliqué. Donc l'avocat, je fais simple, l'avocat a donné à la commune d'Audange 5 ou 6 000 hectares. Alors, il y a eu tous ces changements. Le centre d'Audange n'existait pas tel que vous le connaissez. Il y avait le château de Certes et il y avait le vieil Audange. Et entre eux, il y avait, là où se trouve la mairie, c'était des terres inondées. Alors, il faut attendre la fin du XIXe siècle pour qu'on restructure tout cela, notamment grâce à De Boissière. Alors, donc, il y a la mairie qui a été remaniée au début du XXe siècle. Et alors, chose intéressante, il y a la mairie, mais la mairie est un fait nouveau, c'est le XIXe siècle. Mais avant, il y avait des églises. À Audange, il y a eu 3 églises. Il y a eu l'église paroissiale, qui était au regard du cimetière à l'heure actuelle, qui était Basse-Cerveau. J'ai beaucoup aimé ce nom qui était Basse-Cerveau. Et puis, il y avait l'église, il y avait la chapelle de Saint-Yves. Et la chapelle de Saint-Yves était plus importante que l'église paroissiale. Alors, 2 mots sur la chapelle de Saint-Yves. Cette chapelle de Saint-Yves avait une renommée régionale. Et après la Révolution, je fais court, au début du XIXe siècle, elle a été vendue et rasée. Alors, chose extraordinaire, c'est qu'il y avait un pèlerinage. Alors, qu'est un pèlerinage? L'archevêque de Bordeaux, notamment Champion de Cissé, qui a été le dernier garde des Sceaux de Louis XVI, avait intimé au curé d'Audange d'évacuer toutes ces superstitions. Alors, qu'est-ce que c'est les superstitions? Dans la chapelle Saint-Yves, il y a la chapelle de Saint-Yves. Pour le 19 mai, il y avait une petite porte, on passait par la porte droite, on contournait le chœur et on rentrait par la porte gauche. Jusqu'à là, encore, ça peut aller. Mais alors, là où ça se complique, c'est que en faisant ce petit pèlerinage, on jetait une pièce. Là encore, bon. Mais l'ennui, c'est qu'on faisait des vœux qui n'étaient pas toujours très sympathiques. Que ma belle-mère crève, que la vache... Oui, vous comprenez. Alors, ce qui fait que les archevêques s'étaient enjambés comme ça. Alors, ça, c'était le premier aspect, la superstition. Mais le second aspect, qui s'est maintenu, c'est on frottait Saint-Yves. Il y a une statue du XVIe siècle à Audange, un statue Saint-Yves qui existe toujours, et il y a toujours les rites, ces rites païens. On prend un petit escabeau et on frotte l'endroit où vous avez mal. Si vous avez mal au dos, pour ne pas dire aux fesses, comme c'est plaqué contre le mur, c'est foutu. Alors, donc, il y a donc Et alors, chose extraordinaire, c'est que la chapelle a été détruite au début du XIXe siècle, et on m'a rapporté des pièces du Second Empire. Et pourquoi? Parce que ceci n'engage que moi, bien entendu, je suis certain que les gens continuaient à l'emplacement à venir sur ce... Alors, l'autre chose extraordinaire, pour en finir avec Saint-Yves, on passera là-dessus après, c'est qu'il y a toujours un reliquaire.
Et alors ce reliquaire, qui est un reliquaire du 19e siècle, avec de fausses pierres, mais avec une véritable relique. Et alors là, petite histoire personnelle, il y avait Dorel, qui était un grand seigneur, qui était le curé d'Audange. Je suis allé le voir une veille d'un 19 mai. Alors je rentre, il vivait un train honorable, alors je rentre toujours, il y avait sa salle à manger, il y avait la cafetière en argent, tout ça, et à ma grande stupéfaction, il y avait le reliquaire. Le reliquaire désossé, si je puis dire ainsi. Alors, il a ouvert le reliquaire, il m'a montré sur un petit coussin, retenez bien le coussin, sur un petit coussin, un petit morceau d'os fixé avec des fils d'or et un petit parchemin plié en latin, écrit d'une chose extrêmement fine, attestant que c'était vraiment les reliques. Alors, on avance dans le temps et pour le 19 mai, il y a une promenade sur l'eau. Alors, en grande pompe, n'est-ce pas, on mettait les reliques sur une pinasse, on allait au large du bassin, et là, on jetait une couronne pour... Et alors, le diable s'en est mêlé, un vent malin s'est dressé, le reliquaire à la balle. Horreur et putréfaction. Alors, tout le monde plonge, je n'y vais qu'en premier pour récupérer le reliquaire. Alors, on a retiré le reliquaire, parce que comme il était volumineux, bon, on a sauvé la relique elle-même, parce qu'elle était fixée sur un petit coussin. Alors, mais on a perdu l'attestation. Alors, j'ai fait une attestation en tant qu'huissier de justice, j'ai fait une attestation comme quoi j'avais vu, j'ai fait un petit mémoire, je vous le donnerai, vous verrez le mémoire de Nan. Alors, voilà l'histoire de ça. Alors, Saint-Yves est toujours d'activité, et dans les années 50, pas 18, dans les 50, à Audange, toutes les administrations étaient fermées, l'école aussi, et mes parents recevaient, enfin comme beaucoup de familles, avec souvent un menu un peu typique. Alors qu'est-ce que c'était? C'était des huîtres avec des crépinettes que mes parents faisaient faire. Souvent il y avait un bar, pas un mule, un bar, mais alors où on les faisait au four ou en courbouillon avec une sauce verte, ça c'était délicieux, mais c'était si grand qu'on était obligé de couper la tête et la queue. Ah oui. Et ensuite, il y avait souvent du mouton, des gigles de mouton, parce qu'un peu plus loin, il y avait la famille Bernard qui avait une boucherie. Et alors, ils avaient du mouton extra qui était sur les présalés, qui coupait comme... enfin bon, c'est très mal. Mais c'était divers. Alors, c'était un repas. Alors, là, on n'avait pas peur de souffler dans le ballon. Champagne, vin blanc, tout ce petit monde faisait le... Et alors, il y avait la fête foraine, bien entendu. Mais je n'ai jamais vu de foire au bétail. Il y avait une foire au bétail qui s'est tenue à Lubeck. Mais pas autant. Alors voilà pour Saint-Yves. Pour Saint-Yves, alors, il y a eu divers curés qui se sont succédés, dont le père Grange, qui est mort maintenant, qui avait écrit quelques lignes sur l'histoire d'Audange, et le Dorel, qui est un grand bourgeois, était devenu chanoine. En fait, tout ça, ce sont des histoires anciennes. Monsieur de Boissière, on attaque? Alors, si vous voulez, de Boissière, c'est un homme sec, un businessman, qui a mal compris le Second Empire, comme Victor Hugo, qui a fait du fric. Alors, il a très bien géré ses affaires, parce qu'il a été le dernier à avoir exploité les marais salants. Alors, par un souci social, on ne filait pas les gens à la retraite, mais on ne recrutait pas les gens. Alors, on a creusé les marais salants, on a fait pour faire la pisciculture extensive. Et c'était incroyablement juteux. Avec 2 ou 3 ans, il n'y avait pas d'impôt sur la fortune, avec 2 ou 3 ans de revenus du château, on pouvait construire un autre château. Vous vous imaginez les bénéfices qu'il y avait. Alors donc, de Boissière, on ne lui connaît pas ni d'amitié masculine ni féminine.
On dit que, je crois que c'est vrai, d'après des recherches il a eu une aventure aux États-Unis parce il a eu un accident de couchette, là, il avait toujours été. Il y aurait eu une de moi. Il avait été élevé il avait fait Polytechnique, il n'est pas sorti en très bon rang. Hein. Bien heureux comme ça, à Polytechnique. Il était contre l'héritage, mais lui, il a hérité de son père. Voilà. Une famille protestante était élevée par des tantes qui devaient être très rigoureuses. Et alors, il m'a été dit, vous savez, il faut faire attention sur ce qui est dit. Alors, par exemple, quand il prenait le train à Biganos, dedans, il se faisait porter à cheval, il était habillé pauvrement parce qu'on dit avait peur de... Oui, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Autrement, il vivait certainement chichement, donc il a émigré aux États-Unis, il a fait des affaires parce qu'il était plus ou moins saint-simonien. Alors, la chose effroyable, épouvantable, c'est que... alors, le côté positif, c'est qu'il était pour l'instruction, notamment l'instruction des femmes, ce qui était tout à fait remarquable. Alors, un peu moins remarquable qu'il n'y paraît, pourquoi? Et ceci ne va engager que moi, parce qu'il était anticlérical. Et il pensait que l'instruction détacherait les femmes de l'Église. Ah oui. Je ne suis pas certain que ce soit faux. Bon. Alors alors, à la chute du Second Empire, il est revenu en France. Il n'était pas très populaire. Oui, alors, quand il est mort, il a donné une somme extrêmement importante à la commune d'Audange. Alors, chose terrible, au bout d'un demi-siècle, je schématise, qu'est-ce qui restait de ça? Rien. Tout a été bouffé par l'inflation. Et c'est un grand problème de gestion des finances, dont j'en entends pas parler, et qui est d'une actualité absolument pressante à l'heure actuelle. Vous voyez, l'histoire, on peut faire facilement de pont. Il a donné, en 1914, l'inflation a été de 30%. Et il faut savoir que maintenant, l'inflation a été réduite, mais il y a des gens qui passent à des taux négatifs. C'est-à-dire que vous donnez 100 et au bout de 5 ans, on vous rendra 90. Le monde est incroyable. Et moi, j'appartiens à un club, il y a tout ça c'est actuel, je saute le coq à l'âne, mais l'histoire a un impact, a donné une somme importante, on touche les clopinettes. C'est terrible. Alors pour de Boissière, donc qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Donc il a fait remanier le château de Saint, mais tout ceci n'a pas... si, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un personnage très important avant de Boissière, c'est D'Auberval. D'Auberval, donc on est à la fin du XVIIIe siècle, qui est un danseur, il avait épousé une braise pour barbecue aussi, qui est morte à Certes. Et alors, c'est des gens qui avaient un charisme absolument incroyable. Johnny Hallyday à l'heure actuelle, c'est rien par rapport à D'Auberval. Il menait un train absolument ruineux. La ville de Bordeaux avait fini par se fâcher. Elle avait dit qu'il y avait une émeute à Bordeaux parce qu'on voulait que... Maintenant, alors, D'Auberval, il avait fait de Bordeaux la première place de danse européenne. D'accord. Ah oui. Il n'est pas mort à Audange, il est mort près de Tours, je me rappelle, enfin peu importe. Et mais sa femme est morte rapidement. Alors là, je regrette, là, il y a le château de Certes a été remanié, il y a un très bon musée, mais ils m'ont sucré d'Auberval. Alors, vous ne leur direz pas, c'est un secret d'État. Un petit mot sur le port d'Audange? Ah oui, alors le port d'Audange. Alors le port d'Audange, je m'y suis un peu intéressé, j'ai fait plusieurs expositions notamment sur les us, etc. Et le port d'Audange, en fait, c'est l'histoire de l'huître que vous me demandez. Alors l'histoire de l'huître, il faut savoir que jusqu'au XVIIIe siècle, on allait à la cueillette. Il y avait des bancs d'huîtres, c'était absolument incroyable, incroyable. Et alors, il y a quelques tableaux du XVIIIe siècle où on voit des huîtres, des repas d'huîtres, mais il n'y a que des hommes, pas des femmes. Et pourquoi? Les femmes étaient exclues de la peinture du XVIIIe siècle à manger parce qu'il paraît que c'était aphrodisiaque.
Ah là là. Voilà. Alors donc, il y a deux, trois qui a fait une peinture qui ornait la salle à manger de Louis XV, que des hommes, pas des femmes. Alors, il est arrivé mille et un malheurs. On est à la fin du XIXe siècle, enfin, je fais court, et il y a un armateur, mettons de la Thèse, qui avait chargé un bateau qui venait du Portugal. Parce que au Portugal, il y avait des bandites portugaises. Alors, ça, voilà, alors, ça venait peut-être des Indes, enfin, ça, c'est une. Alors, toujours est-il que ce bateau a voulu rentrer dans la baie d'Arcachon, il y avait tempête, il n'a pas pu rentrer, il s'est réfugié à l'estuaire de la Gironde. Voilà, pour monter. Et alors là, les coquilles ont commencé à cocoter. Alors, il a tout foutu à la baille. Et il y en avait un homme important qui ont survécu et qui ont construit, et ça a développé d'une façon extraordinaire pour les Portugaises. Alors, au détriment des huîtres plates, parce que alors les méchantes langues, vous savez quand viennent en disant sur les Portugaises, et pas du tout, parce qu'elles-mêmes étaient victimes d'une maladie. Donc déjà à la fin du XVIIIe siècle, le Parlement de Bordeaux avait donné divers ordonnances plusieurs fois pour interdire la pêche des huîtres plates, parce qu'on voyait qu'il y en avait de moins en moins. Donc les Portugais est arrivé, et ensuite il y a eu une maladie chez les Portugaises, on a eu des bridés, des Japonaises, qui étaient souvent importés du Canada. À celle-là, on n'avait pas les bridés, mais enfin, on ne voyait pas la différence. Et alors, voilà. Alors donc alors les huîtres du bassin, il y a eu plusieurs façons de les élever. Autrefois, parce que sous le Second Empire, ça a été la folie. J'ai une collection de cartes. Le bassin lui-même est couvert de parcs. Et alors, donc, tout ceci a fini par être émondé. Alors, je voulais dire quoi? Oui, les huîtres, j'imagine ce que je voulais dire. Donc, il y a eu. Ah oui, alors, au début, on les élevait directement sur le sol. C'est-à-dire qu'on damait le sol. On mettait des pignos, c'est-à-dire des petits morceaux des branches de pin, pour empêcher les poissons, mais les huîtres étaient directement sur eux, et on les élevait à la fourche. Il y avait beaucoup de pertes. Alors, sur ces parcs, on mettait bien souvent des petits morceaux de bois pour empêcher que les poissons plats. Voilà. Alors ensuite, on a trouvé un autre procédé sur des armatures des armatures en fer, et on met toutes ces huîtres dans des poches, voilà. Alors c'est un travail beaucoup moins, il y a beaucoup moins de portes. Mais les huîtres n'ont pas tout à fait le même goût. Moi j'ai perdu en partie le goût, mais ma femme est capable de me dire où j'ai acheté les huîtres. Ah oui, en fonction. Ah oui. Elle me dit, alors, quelquefois j'ai des regrets, je ne les trouve pas assez pleines. D'accord. Mais elles ont un goût inégalable. Alors voilà alors autrefois il faut savoir qu'à Audange, il y avait une vingtaine de familles qui vivaient de l'ostréiculture. Maintenant ils sont 2 ou 3. Voilà. Alors, pour le costume, les gens marchaient avec des patins. Des patins, et alors il y a eu la benaise. On a fait une exposition, toute une benaise, on a une quinzaine de benaises anciennes, qui est en fait une copie de la quichenoise qui se trouve en Saintonge. Ah oui, avant de voir, c'est pas vous que je verrai. Alors, tout ceci n'a pas duré très longtemps. Alors, il y avait donc des benaises, mais il y avait également des chapeaux de paille avec un foulard. Et j'ai des cartes, j'ai des photos d'un mariage où les gens sont un peu mélangés. On voit des femmes avec des chapeaux sur la tête, avec des plumes sur la tête, et d'autres avec une benaise ou avec un... parce que pour aller à l'église, on ne mettait pas de benaise. Hein. Les femmes mettaient bien souvent un voile noir.